Le 7 septembre 2015, à 2h28 du matin, Karen McCabe reçoit un message vocal assez étrange et inquiétant. Après l'avoir entendu, elle comprend qu'il s'agit de son mari, Henry McCabe. Il a été aperçu pour la dernière fois à une station-service du nom de Holiday où il a été déposé par un ami. Il était vers 2h du matin et la station n'était pas très loin de leur domicile. À travers ce message, on n'entend pas beaucoup de paroles, mais il y a surtout beaucoup de grognements et de lamentations. Puis, brusquement, le message s'arrête et une personne, dont elle ne reconnaît pas la voix, articule bien distinctement les mots suivants. Il disait « Arrête-toi ». Depuis ce message, Karen n'aura plus de nouvelles de son mari. Henry McCabe sera porté disparu. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à Henry McCabe? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de parler de son histoire, parlons un petit peu de qui il est et de son parcours. Henry McCabe est né le 16 septembre 1984. C'était un immigrant libérien. Il avait 32 ans au moment de sa disparition. Il a vécu à Moundsview, dans le Minnesota, avec sa femme Karen McCabe. Ils étaient mariés pendant 11 années. Ils ont 2 enfants ensemble, un de 1 an et un de 10 ans, dont on ne connaît pas les prénoms. Henry était auditeur pour l'État du Minnesota. Quant à sa femme, elle travaillait en Californie depuis quelques mois et les enfants étaient restés avec elle. Apparemment, il séjournait chez des amis. Henry était décrit comme un père de famille bien éduqué, amical et extraverti. Il était impliqué dans sa communauté et il adorait sa famille. Le 6 juin 2015, Henry et 2 de ses amis, Calvin Johnson et William Kennedy, avaient décidé de sortir en boîte. Une boîte qui s'appelle le Powlitsky. Ils voulaient s'amuser entre hommes. Il s'agit d'un club local de Spring Lake Park au Minnesota. Selon ses amis, Henry avait beaucoup bu cette nuit-là. Ses amis ont expliqué qu'ils avaient pris son portefeuille et ses clés afin d'essayer de le convaincre d'arrêter de boire de plus en plus et surtout de le dissuader de prendre le volant dans cet état. Apparemment, Henry aimait se réfugier dans l'alcool parce qu'il avait du retard et des difficultés à payer son loyer et il souffrait également de dépression, selon les dires. Il était vraiment perdu et il aimait bien se réfugier dans l'alcool histoire d'oublier un peu ses problèmes. La soirée se déroule, tout se passe bien, les garçons boivent et s'amusent, et arrivé l'heure pour repartir, Calvin Johnson a indiqué qu'il avait vu Henry partir avec son ami William vers 1h40 du matin. Et c'était apparemment William qui était en charge de le ramener chez lui. William a indiqué à ce propos qu'Henry lui a demandé à ce qu'on le dépose à la station-service Super America à 2h du matin. Il a déclaré à la police qu'il avait insisté afin de ramener Henry chez lui, mais celui-ci voulait absolument aller à la station et n'a pas voulu le contredire. Selon lui, il l'a déposé là-bas et puis il est rentré chez lui. Mais le problème, c'est que les caméras de surveillance de la station-service Super America n'avaient aucune trace de William en train de déposer Henry à cet endroit comme il l'avait indiqué. Au cours de l'enquête, William va revenir sur sa déclaration et il va indiquer qu'il était confus et qu'il s'était trompé. Il n'avait pas déposé Henry à la station-service Super America, mais à la station-service du nom de Holiday. Il a expliqué qu'il avait donné le mauvais emplacement. Mais ce serait à la station-service Holiday qu'on aurait aperçu Henry vivant pour la dernière fois. Une fois déposé à la station essence, on ne sait pas ce qui est arrivé à Henry, mais il a laissé un message vocal à son frère. Il a d'abord essayé de l'appeler, puis il a laissé un message. Il a ensuite contacté sa femme Karen afin de lui laisser le même message vocal. Donc les mêmes sons et gémissements bizarres ont été entendus à la fois sur le message vocal de Karen et celui du frère de Henry, qui s'appelle d'ailleurs Tim Borbor. Karen a déclaré que durant l'appel, Henry lui a dit que quelqu'un l'avait tiré dessus. Elle a également dit qu'elle a entendu une voix masculine disant « Arrête-toi »
et l'appel s'est arrêté là. Elle a immédiatement essayé de rappeler son mari, mais cela a tombé sur la messagerie vocale. Après ce message vocal plutôt étrange et inquiétant, le téléphone d'Henry s'est déconnecté et il n'a plus du tout été rallumé depuis. C'était la dernière fois que ses proches entendaient parler d'Henry. Depuis ce message, il a totalement disparu. Lorsque son frère a entendu ce message vocal le lendemain, il a tout de suite compris qu'il y avait un grave problème et il est immédiatement parti voir la police afin de reporter la disparition de son frère à Moundsview. De plus, Henry ne s'était pas présenté à son travail le lendemain. La police a donc mené son enquête et interrogé son entourage. Elle a découvert que son téléphone a sonné pour la dernière fois à New Brighton, à 5 miles de Moundsview. Les policiers ont d'abord suspecté William Kennedy lorsqu'il n'avait pas trouvé les images des caméras de surveillance attestant sa supposée histoire, comme quoi il avait déposé Henry à la station Super America. Mais c'est grâce aux images des caméras qu'ils ont pu voir que William avait bel et bien déposé Henry dans une station essence, mais qu'il s'agissait de la station Holiday à 3 miles de la route. William Kennedy a rendu à la police les clés d'Henry, mais son portefeuille, bizarrement, était resté avec Calvin Johnson. Effectivement, on a déjà plusieurs zones d'ombre ici à propos de la disparition d'Henry. La première incompréhension, c'est pourquoi est-ce que William, son ami, ne l'a pas ramené directement chez lui alors qu'il avait apparemment beaucoup trop bu et qu'il n'était pas en état de conduire. William avait compris qu'Henry n'était pas en mesure de rentrer seul chez lui. Alors pourquoi l'avoir abandonné seul à la station essence dans l'état dans lequel il était? Il aurait pu très bien être blessé ou attaqué ou faire un malaise. Pourquoi ne pas avoir contacté Calvin Johnson afin qu'il vienne l'aider ou qu'il lui donne des conseils sur comment gérer cette situation? De plus, il l'aurait apparemment déposé à la station, mais sans ses clés ni portefeuille, car rappelez-vous, ses amis avaient pris toutes ses affaires afin d'essayer de le calmer. Donc pourquoi est-ce que William se serait trompé sur le nom de la station essence? Est-ce qu'il avait un trou de mémoire ou est-ce qu'il avait quelque chose à se reprocher? Le service de police communautaire du Minnesota aide également aux recherches. Il s'agit d'une organisation qui aide pour les cas de personnes disparues. Ils ont donc travaillé avec la communauté libérienne et ils ont proposé 10 000 $ comme récompense pour toute information pouvant aider à retrouver Henry. Mais un mois plus tard, ils ont brusquement arrêté de proposer une récompense en échange d'informations car ils soupçonnaient la femme d'Henry, Karen, de leur cacher des informations. La police avait l'impression qu'elle dissimulait des informations pouvant aider à retrouver Henry et qu'elle les menait sur des fausses pistes. Karen n'a donc plus travaillé avec ce service, mais avec une autre équipe pour l'aider dans la recherche de la disparition de son mari. La police ainsi que la famille de Henry ont effectué de grandes fouilles, mais malheureusement, il n'y avait aucune trace de lui. Quant à Karen, elle a indiqué à la police qu'elle était convaincue que son mari était toujours vivant. Elle a expliqué aux autorités qu'elle le soupçonnait d'avoir une aventure et elle lui avait dit un peu plus tôt dans la nuit de sa disparition à travers un appel téléphonique qu'elle allait revenir afin de le confronter là-dessus et d'éclairer ses doutes, sans savoir que malheureusement elle n'allait plus jamais revoir son mari. Elle a expliqué qu'elle pensait qu'il était toujours vivant et qu'il devait sûrement séjourner quelque part sur la côte Est, mais qu'il se cachait ou qu'il avait commencé une nouvelle vie. Une sorte de nouveau départ, vu qu'il semblait traverser une mauvaise passe lors de sa disparition. Et peut-être que comme il n'arrivait pas à trouver de solution à ses problèmes, il a voulu les fuir en dissimulant sa mort et en recommençant à zéro. Les policiers ont tenté de suivre cette piste et ont essayé de voir s'ils ne pouvaient pas trouver de traces de lui ailleurs, mais il n'y avait aucun signe d'Henry. Nous ne savons pas si Karen a pu véritablement cacher des informations à la police à propos de la disparition de son mari, mais elle a expliqué avoir très mal vécu la disparition de son mari et vouloir absolument des réponses.
Malheureusement, le 2 novembre 1995, c'est-à-dire 2 mois plus tard, le corps de Henry Maccabi fut retrouvé face contre terre dans le lac Rush à New Brighton. C'est un kayakiste qui a fait la triste découverte. La découverte de son corps fut un choc pour sa famille. Cette nouvelle alerte et étonne l'entourage, car la police, comme l'opinion publique, trouve que son corps a été retrouvé beaucoup trop éloigné de l'endroit où il a été déposé pour la dernière fois, c'est-à-dire de la station-service. La station-service se trouvait à 2 miles de son domicile, tandis que le corps de Henry se trouvait à 6 miles. Cet emplacement était dans la direction opposée de sa maison. Tout le monde se demande alors comment est-ce qu'il a bien pu arriver ici. Ce fait-là est vraiment étrange car il n'y avait pas de ruisseau à proximité de chez lui afin que son corps flotte et soit déplacé dans l'eau jusqu'à ce lac. Et en plus cet endroit est plutôt loin des routes principales. Est-ce que quelqu'un l'aurait ramené jusque-là et l'aurait tué et aurait jeté son corps dans le lac? Ou est-ce qu'il aurait marché pendant tout ce temps jusqu'au lac avant de s'y noyer? Ce sont plein de questions qui se posent alors que pour les policiers, c'est vraiment l'incompréhension totale. Une autopsie a alors été réalisée sur le corps de Henry, qui va encore plus surprendre et rendre l'enquête bizarre. Après avoir analysé le corps de Henry, il a été déclaré qu'il était mort par noyade. Les policiers ont alors déclaré qu'il était décédé d'une noyade accidentelle parce qu'il n'y avait pas de traces de blessures sur son corps. Aucune trace d'égratignure, pas d'ecchymose ou de traces de balles. Il est vrai qu'Henry avait beaucoup bu ce soir-là et qu'il n'était plus tout à fait conscient. S'il était accidentellement tombé dans l'eau, il aurait pu effectivement se noyer puisqu'il n'avait pas tous ses réflexes. Mais comment a-t-il pu atterrir au lac dans cet état? Et était-il vraiment en capacité de marcher tout ce temps-là et sur toute cette distance? Selon ses amis, il était dans un état d'ébriété assez important. De plus, il faisait nuit. C'était totalement sombre et obscur. Il aurait été incapable de marcher dans ce temps-là, seul et alcoolisé. Cela aurait été impossible pour lui. De plus, une autre information pourrait remettre en question cette conclusion. Cette information, c'est que la famille de Henry a affirmé qu'il savait nager. Mais bon, comme on a dit, il n'était pas dans un état complètement normal, donc on ne sait pas s'il avait encore tous ses réflexes ou non. Un autre fait encore plus étrange sur la mort de Henry est que si sa mort était vraiment une noyade accidentelle, que représentaient alors les bruits étranges lors de son message vocal? Pourquoi il y avait des cris et qui était la voix qui avait dit « arrête-toi » ? Suite au message vocal assez bizarre, on aurait pu soupçonner qu'il était poursuivi et qu'il s'est fait malheureusement agresser. Ces agresseurs auraient ensuite déplacé et jeté son corps dans le lac afin de se débarrasser de lui. Mais l'absence de traces de blessures sur son corps semble contredire cette hypothèse. Sinon, il y aurait eu des traces sur lui. Et puis les bruits bizarres au téléphone auraient pu également provenir d'une fuite dans une forêt. Henry, par exemple, aurait été poursuivi et attaqué par un ours ou par un loup. Mais il n'y avait pas de forêt à proximité de l'endroit où son corps a été retrouvé. De plus, s'il avait été attaqué par des bêtes sauvages, encore une fois, il aurait été sévèrement blessé et on l'aurait vu lors de l'autopsie. Pourquoi Henry Maccabi aurait laissé ce message vocal terrifiant à son frère puis à sa femme s'il n'était pas dans une situation de danger imminent? Pourtant, lors de l'appel, il semblait véritablement souffrir. Est-ce qu'il était tellement alcoolisé qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait? Est-ce qu'il voulait faire un canular à ses proches sur le coup de l'alcool? Est-ce qu'une autre personne était présente ce soir-là et a pris son téléphone afin de mettre en scène cet appel, afin d'inquiéter ses proches et les mettre sur une fausse piste? C'est beaucoup de possibilités. Certaines personnes ont également indiqué comme piste qu'il était possible que ces bruits auraient pu être des gémissements provoqués après la consommation de certaines drogues. Les bruits étaient similaires à ceux des personnes ayant fait une surdose de médicaments apparemment. Donc, est-ce que Henry avait-il été drogué à son insu? Et si c'est le cas, cela aurait pu expliquer son état en plus de l'alcool.
Où était-ce le bruit de Henry en train de se noyer dans l'eau, par exemple? Il aurait pu effectivement tomber dans le lac et ne plus comprendre, ne plus savoir comment nager. Mais si oui, pourquoi a-t-il dit à sa femme qu'on l'avait blessé? Était-ce dû aux effets de l'alcool? On ne sait pas. Ces bruits étranges ne seront malheureusement jamais formellement identifiés ni expliqués et ils vont continuer d'intriguer les policiers ainsi que l'opinion publique. Un autre fait encore plus surprenant dans cette affaire est qu'après la déclaration de noyade supposée accidentelle, le FBI s'est mis à enquêter sur l'affaire. Alors, pourquoi le FBI serait impliqué dans une enquête sur la mort supposée naturelle d'un homme? Le FBI généralement viendrait en aide à la police pour des affaires plutôt criminelles ou de disparition suspecte où la mort d'une personne survient dans des circonstances plutôt étranges. Si elle est impliquée, cela voudrait dire que la conclusion de la noyade accidentelle n'est peut-être pas si simple que cela. Peut-être que la police ainsi que le FBI détiennent tous les deux des informations sur l'enquête qui prouvent que la mort de Henry est suspecte, mais aussi qu'il y a toujours plusieurs zones d'ombre sur sa disparition et sa mort. Bien que sa mort fût déclarée comme une noyade accidentelle, comme on l'avait dit, il ne faut pas oublier que sa forte consommation d'alcool ce soir-là aurait pu jouer un rôle important. Mais si le FBI est impliqué dedans, c'est qu'il y a beaucoup plus à savoir et encore à enquêter dessus. Peut-être qu'il est fort probable qu'il y ait un motif politique également derrière cela, ce que l'on va creuser un petit peu plus tard. Je vous propose désormais de voir ensemble les différentes théories entourant la mort suspecte de Henry McCabe. La première possibilité est que ce qui aurait fait ce meurtre, ce sont les Smiley Face Killers. Les Smiley Face Killers, c'était un groupe de tueurs en série assez célèbres qui avaient pour cible généralement des garçons d'âge universitaire et qui avaient un petit peu trop bu après une soirée. Leur mode opératoire était de jeter leurs victimes à l'eau pour faire croire à une noyade après les avoir tuées. Et en même temps, cela permettait d'effacer des preuves de leurs crimes. Henry aurait pu être une victime de ce groupe, mais cette possibilité est effectivement peu plausible car il n'y avait aucune trace d'une possible agression sur son corps lorsqu'on l'a retrouvé. Puis, une seconde possibilité, c'est la guerre civile libérienne. Il ne faut pas oublier qu'Henry McCabe, c'était un immigrant libérien. Il a déménagé en Amérique afin d'échapper à la violence de la guerre civile libérienne. Après avoir vécu là-bas durant 14 années, il a fini par fuir cet endroit. Il se pourrait donc qu'il a été tué parce qu'il était un immigrant. Sa mère d'ailleurs a émis la possibilité que son fils ait été tué lors d'un sacrifice rituel libérien, pouvant être en lien avec la guerre civile. Cette piste n'a jamais été plus approfondie que cela. Il s'agit de suppositions. Une troisième possibilité serait la drogue. Il se pourrait que Henry soit mort par noyade, mais qu'il se soit noyé parce qu'on l'avait drogué auparavant. Peut-être que, effectivement, lorsqu'il est parti au club avec ses amis, quelqu'un a mis de la drogue dans son verre, ce qui l'aurait fait halluciner, d'où son comportement lors de son message vocal à sa femme. La drogue qu'il avait consommée l'a également affaibli progressivement durant son chemin le soir avant de se noyer. Et les bruits sur la messagerie vocale, du coup, ce seraient les siens et ça le représenterait en train de se noyer. Des tests de toxicologie étaient normalement en cours, mais nous n'avons pas eu de retour. Henry n'était pas connu pour être consommateur de drogue, mais il aurait pu très bien être drogué à son insu. Et apparemment, aucune trace de drogue n'a été trouvée dans son corps. La quatrième possibilité, ce serait le suicide. En fait, on sait que Henry traversait une période très difficile dans sa vie, et il avait tendance à se réfugier dans l'alcool afin d'oublier ses problèmes. Il avait des soucis financiers apparemment, vu qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Sa situation au travail également était compliquée selon certaines personnes. Il se pourrait également que son couple rencontrait des difficultés. Et peut-être qu'il ne supportait plus la pression et le poids de tous ses soucis personnels et qu'il était rongé par un profond mal-être qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours. On ne sait pas comment, mais cela est envisageable.
Et une cinquième possibilité, ce serait que ce seraient ses deux amis qui auraient comploté afin de le tuer. Cela expliquerait pourquoi est-ce que de un, ils avaient gardé son portefeuille avec ses clés et qu'il l'avait déposé à la station essence au lieu de le déposer chez lui. Et pourquoi est-ce que il l'aurait abandonné dans cet état-là? Comment ça se fait que des amis soi-disant n'ont pas essayé de protéger leur ami en le ramenant directement chez lui au lieu de le laisser traîner dans le chemin? Il se pourrait très bien que, arrivé à la station essence, ils se sont disputés, bagarrés, et que c'est eux qui ont tué Henry directement sur place et qu'ils ont traîné son corps jusqu'au lac afin de se débarrasser de lui et de noyer des possibles preuves. On ne sait pas. Donc voilà, c'était différentes théories sur la mort étrange et suspecte de Henry McCabe. À ce jour, malheureusement, l'enquête sur sa mort est toujours ouverte, mais elle n'a pas plus avancé. On n'a pas trouvé de preuves pouvant contredire la supposée noyade accidentelle. Pour moi, il y a encore trop de zones d'ombre dans cette histoire-là. Le comportement de ses amis reste absolument inexplicable et il paraissait beaucoup suspect, bien que la police n'ait jamais trouvé de preuves concrètes pouvant les incriminer dans la mort de Henry. Sa mort par noyade me semble vraiment étrange, car si c'était le cas, comment est-ce qu'il aurait pu arriver jusqu'au lac dans cet état? Pour moi, il est impossible qu'il ait pu traverser tout ce chemin en étant alcoolisé et dans la nuit. Le message de la boîte vocale me paraît totalement inexplicable également. Son contenu est vraiment incompatible avec la façon dont il a été retrouvé mort, car quand on écoute l'extrait du message vocal, on entend qu'il est en souffrance, on entend qu'il s'agit d'un homme qui est en douleur. On imagine donc plutôt une mort avec une agression, avec quelque chose d'assez violent physiquement. Donc comme on a vu, toutes les théories que j'ai évoquées peuvent être envisagées et me paraissent toutes plausibles à leur façon. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez là-dedans, qu'est-ce que vous pensez de la mort de Henry, quelles sont vos idées, quelle théorie vous semble la plus probable. Malheureusement, c'est ainsi que se termine la triste histoire de Henry McCabe, dont on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qui a pu provoquer sa mort.